Allô, allô. Amour. L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être, un animal ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour et à adopter un comportement particulier. En tant que conseil général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents. Allant du désir passionné de l'amour romantique à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Le verbe français aimer pour renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements, allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité. J'aime le chocolat, j'aime danser, à une attirance profonde ou intense pour une personne. Roméo aime Juliette ou plusieurs personnes. Il aime ses femmes. Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels. Sentiment riche et complexe. Le mot français amour, comme le verbe aimer, qui lui est relatif, recouvre une large variété de significations distinctes, quoique liées. Ainsi, le français utilise le même verbe pour exprimer ce que d'autres langues expriment par des verbes différents. J'aime ma petite amie et j'aime les sucreries. Mais, par exemple, alors qu'en anglais, on dira respectivement to love et to like, et en espagnol, querer ou amar et gustar. On constate aussi une telle variété pour les mots amour, par exemple, dans la pluralité des mots grecs désignant l'amour. Les différences culturelles dans la conception de l'amour et du blanc dans la difficulté d'en donner une définition universelle, le substantif amour a néanmoins une extension moins large que le verbe aimer. On parlera rarement, par exemple, d'amour, de secret, même si l'on dit les, les aimer. Le son du verbe aimer qui peut aussi exprimer l'amitié ou plus simplement une affection pour quelque chose qui est source de plaisir est donc plus large que celui du mot amour. Bien que la nature ou le sens de l'amour soit un sujet de débat, on peut éclaircir plusieurs aspects de cette notion en s'appuyant sur ce que l'amour n'est pas. En tant qu'il exprime un sentiment fort et positif,
On l'oppose communément à la haine, voire à l'indifférence, la neutralité ou l'apathie. En tant qu'au sentiment plus spirituel que physique, on l'oppose souvent au sexe ou au désir sexuel. En tant que relation privilégiée de nature romantique, avec une personne, on le distingue souvent de l'amitié. Bien que l'amitié puisse être définie comme une forme d'amour et que certaines définitions de l'amour s'appliquent à une proche amitié. L'amour désigne un fort attachement affectif à quelqu'un ou à quelque chose. S'il renvoie souvent dans l'usage courant aux relations humaines et plus précisément à ce qu'une personne ressent pour une autre. L'amour peut néanmoins aussi être impersonnel. Il est en effet possible de dire qu'une personne éprouve de l'amour pour un pays, par exemple son propre pays, voire patriotisme pour la nature ou encore pour un principe ou un idéal. Si elle lui accorde une grande valeur et qu'elle s'y sent très attachée, de même on peut ressentir de l'amour pour un objet matériel, un animal ou une activité. Si l'on entretient des liens affectifs forts ou étroits avec ces objets ou qu'on s'identifie à eux. Lorsque l'amour d'un objet devient exclusif, voire excessif ou pervers, on parle de fétichisme ou d'idolâtrie. L'amour entre les personnes, quant à lui, qui est un sentiment généralement plus intense qu'un sentiment amical ou affectueux, il peut cependant se présenter sous différentes formes et à des degrés d'intensité divers, de la simple tendresse quand on dit aimer les enfants par exemple, au désir le plus ardent chez les amants passionnés par exemple. Ainsi l'amour entre les membres d'une même famille n'est pas la même qu'entre des amis ou en sein d'un couple d'amoureux. Quand il est ressenti avec une grande intensité, et qu'il exerce un fort pouvoir érotique ou une attirance sexuelle, on parle d'amour passionnel ou de passion amoureuse, utilisant souvent l'image de la flamme ou de la brûlure pour décrire le fait qu'il exerce sur les sens de l'esprit. Quand cette passion provoque une identification si étroite avec une personne qu'elle tend à unifier les deux amants, on parle d'amour fusionnel. L'apparition plus ou moins subite de l'amour passionnel est décrite dans la langue courante comme un dessaisissement, des dessaisissement, tombé amoureux, coup de foudre, provoquant chez celui qui éprouve des comportements destinés à séduire l'être aimé et visant à obtenir la réciprocité de cet amour, qui s'exprimera le cas échéant par des actions et des gestes amoureux, parmi lesquels les désirs et les rapports sexuels, ces derniers étant désignés dans plusieurs langues par l'expression faire l'amour. Ces pratiques et ces gestes sont en partie culturels et peuvent faire l'objet, tout comme l'étude des interdits liés à l'amour, d'une approche anthropologique ou sociologique.
Outre les différences culturelles dans les pratiques liées à l'amour, les idées et les représentations sur l'amour ont également beaucoup changé selon les époques. L'amour platonique, l'amour courtois et l'amour romantique sont aussi des conceptions distinctes et apparues à des époques précises de l'histoire. Il existe aussi un certain nombre de désordres psychiques liés à l'amour et étudiés par la psychologie comme l'érotomanie ou le narcissisme. Certaines formes d'amour sont par ailleurs perçues comme des perversions ou des déviances, voire paraphilie, telles que la pédophilie, attirance sexuelle pour les enfants, et la zoophilie, attirance sexuelle pour les animaux. De tels amours peuvent être étudiés aussi bien par la psychologie que par les sciences humaines et sociales. À cause de la nature complexe et difficile à saisir de l'amour, le discours sur l'amour se réduit souvent à des clichés que l'on retrouve dans un certain nombre de des dictons sur l'amour. Depuis la phrase du poète Virgile, l'amour triomphe de tout, omnia vincit amor, jusqu'au célèbre l'amour rend aveugle. Le philosophe, le philosophe Leibniz a donné cette définition. Aimer, c'est se réjouir du bonheur d'autrui. Dans l'histoire, la philosophie et la religion, ainsi que la théologie qui lui est liée, ont beaucoup médité sur le phénomène amoureux, source constante d'inspiration pour les arts plastiques, littéraires et musicaux. La psychologie, au siècle dernier, a renouvelé les réflexions sur le sujet. Ces dernières années, de sciences telles que la biologie, la neurologie et les neurosciences, mais aussi la zoologie et l'anthropologie, ont amélioré notre compréhension de la nature et de la fonction de l'amour. Historique, grec, Grèce antique. Le terme amour recouvre quatre sentiments distincts de la Grèce antique: l'éros, la philie, l'agapé et la storge. La philie s'approche de l'amitié telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est une forte estime réciproque entre deux personnes de statut sociaux proches. Elle ne pouvait exister à l'époque qu'entre deux personnes du même sexe, du fait de l'inégalité entre les sexes. C'est une extension de l'amitié. L'éros désigne l'attirance sexuelle, le désir. Dans la pensée platonicienne, il est parfois vu comme l'une des passions néfastes que produit la épithumie ou l'appétit, mais aussi comme une divine folie qui est la cause de plus grand bien pour les hommes. Cependant, il pouvait se mêler à la philie à travers la pédérastie, qu'il y ait un amant d'âge mûr et raste à un jeune aimé et romaine. L'agapé est l'amour du prochain, une relation univoque que l'on rapprocherait aujourd'hui de l'altruisme. Il se caractérise par sa spontanéité. Ce n'est pas un acte réfléchi ou une forme de politesse, mais
une réelle empathie pour les autres, qu'ils soient tant connus ou intimes. Dans la tradition chrétienne des pères de l'Église, ce mot est assimilé au concept de charité, bien que celui-ci soit plus proche d'une relation matérielle établie avec les personnes en souffrance. L'agapé originel ne revêt pas cette connotation morale de responsabilité devant une autorité divine. La storgée de cris l'amour familial comme l'amour, l'affection d'un parent pour son enfant. Société américaine des années 1960. D'après la revue Planète, les relations amoureuses aux États-Unis, selon leur type, s'exprimaient dans les années 1960 par trois mots. Love, le sentiment amoureux, sexe, les rapports sexuels sont préjugés de sentiments, présents ou non, et fun, le simple échange de relations intersexes, allant du simple flirt à des relations plus poussées, mais sans intention d'engagement ni d'une part ni de l'autre. Approche philosophique. Vivre d'amour et d'eau fraîche est un idéal rêvé par certains. Ni guerre ni labeur, uniquement l'amour. Peace and love. Paix et amour. Plaisir de la non-violence, de la séduction, de l'érotisme et des divertissements sexuels. L'amour est un thème abordé avec profondeur par la philosophie. Par exemple, pour répondre à cette question, l'homme est-il à la source de l'amour qu'il vit ou l'amour est-il un concept naturel qui s'impose à l'homme? Le philosophe Baruch Spinoza, qui s'est beaucoup penché sur la question, notamment dans son éthique, définit ainsi que l'amour n'est autre chose que la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nous voyons également que celui qui aime s'efforce nécessairement de se rendre présent et de conserver la chose qu'il aime. Enfin, le discours inaugurant l'éventuel lien entre la philosophie et l'amour est le banquet de Platon. Ironiquement, ce discours inaugure et clôture simultanément le thème de l'amour humain ayant été remplacé par celui de l'amour divin, par le christianisme. À vrai dire, il est peut-être plus approprié de parler de dénigrement plutôt que de remplacement dans le discours philosophique occidental a réduit le thème de l'amour homme-femme à une simple question de plaisir corporel, de péché, de concupiscence, etc. A fortiori, voire étrangement, il semble que c'est par le biais de la littérature que le thème de l'amour a été traité par les philosophes. Pensons à Rousseau, Goethe, Voltaire, etc. Sur cette dernière remarque, c'est-à-dire sur le déplacement du lieutenant de l'interrogation sur l'agapé grec vers la littérature, nous renvoyons à Derrida. Le philosophe Arthur Schopenhauer avance que l'amour n'est qu'une illusion de la volonté, le sens de toutes choses selon lui, qui cherche à se perpétuer elle-même à travers la reproduction.
le XXe siècle n'est pas en reste. Outre Sartre, c'est principalement Emmanuel Levinas qui interpella le monde philosophique en développant le thème de altérité. Le temps de l'autre, excusez-moi, le temps et l'autre, totalité et infini, etc. Ce dernier porta même l'éthique au rang de la philosophie première, réel bouleversement dans l'égocentrisme occidental. Approche psychologique, psychisme. Sur le plan psychique, la psychanalyse considère que les premières relations parents-enfants sont déterminantes dans l'esprit d'une personne et de sa perception de l'amour. Les relations mère-fils ou père-fille, notamment, sont particulièrement marquantes. Les relations parents-enfants sont généralement déséquilibrées. Le parent répond aux besoins de l'enfant. Il est dit dans ce cas que l'amour de l'enfant est captatif, celui des parents oblatif. En grandissant, l'enfant apprendrait à rééquilibrer ses relations. Cet apprentissage pour échouer à tel ou tel moment, et l'adulte en gardera un manque de maturité s'il n'en prend pas conscience et une perception de l'amour plus ou moins blessée. Les relations de ses parents entre seraient aussi importantes dans la construction de cette idée de l'amour. Comblement d'un manque. L'amour peut être perçu essentiellement comme la quête d'un manque lorsque la notion oblative ne s'est pas développée. L'amour apporté à un individu ou un objet naîtrait par ce qu'il apporte à un individu ou est susceptible de lui apporter. Aimer ne serait autre qu'une façon consciente d'avouer sa propre impuissance à l'autonomie pour un besoin particulier à un moment donné. Besoin d'aimer ou besoin de se sentir aimé ne serait autre qu'un besoin égoïste, qu'une attente de la personne qui pourrait combler les manques immatériels ou matériels qu'elle ne serait pas capable de satisfaire par elle-même. Par exemple, en Occident, le besoin d'un enfant entraînerait le besoin d'une campagne ou d'un compagnon à nos côtés. Besoin qui nourrit ton sentiment d'amour ou de besoin d'amour pour la personne attendue pour concevoir cet enfant. La réalité psychique du besoin d'enfant considéré plus dans un besoin de sécurité motivé apparemment par les biens de l'enfant, le nourrir et l'accompagner vers l'âge adulte, mais cette attitude apparemment généreuse sous-tendrait d'en faire ton désir caché chez certains parents d'être accompagné vers la vieillesse. Dans ce type de situation, aimer ou dire je suis amoureux, je suis amoureuse, serait une façon consciente de dire j'espère que la personne pour laquelle je prouve des sentiments amoureux m'apportera les choses que j'attends d'elle. Tant qu'il est senti chez la personne aimée la présence de choses attendues de sa part, le sentiment perdu, mais si la personne aimée perd
ou ne dispose pas d'une partie de ce que l'autre attend, le sentiment d'amour s'estompe ou s'étend. Lorsque ce sentiment s'estompe, il n'est pas rare d'entendre: nos deux chemins se sont séparés, car mes besoins ont changé. Nous n'avons pas suivi la même route, etc. À ce moment, la personne qui se sent en danger peut être sujette à des crises d'anxiété. La personne quittée peut y être plus ou moins indifférente. Si tel n'est pas le cas, celui qui est abandonné aura probablement un sentiment de tristesse, de jalousie, de colère ou même de haine. Amour délirant ou psychotique. Approche biologique, zoologie, comportement hominoïde, amoureux. Zoologiquement, la vie et le comportement sexuel de l'homme présentent de nombreux points communs avec ceux des autres primates. Et plus généralement avec l'ensemble des mammifères. L'observation de l'espèce la plus proche de l'homme sapiens, le chimpanzé nain du Congo ou bonobo paniscus, ainsi que celle des autres grands singes, suggèrent que l'amour ne serait qu'une forme évoluée de phénomènes existants déjà chez nos cousins sous forme atténuée. Physiologiquement, le quoi, tel qu'elle est observée chez l'Homo sapiens, ne diffère guère de l'accouplement chez les grands singes. En revanche, la séquence amoureuse de première approche, de la séduction jusqu'à l'accouplement, semble avoir évolué parallèlement à la hypertrophie du cortex cérébral, dont a été dotée notre espèce au cours de son évolution récente. Les aptitudes à l'idéation, l'imagination, l'anticipation et à la stratégie qui en résulte ont complexifié les processus à l'extrême. L'attachement durable, la formation de couples relativement stables, s'observe également chez nos cousins, mais sans atteindre la diversité des comportements individuels. La durée et le rôle fondamental de l'imaginaire constaté dans la vie amoureuse humaine. Un autre facteur qui distingue l'humain des singes, avec d'énormes conséquences, est la disponibilité quasi constante de la femelle humaine à l'accouplement, ce qui n'existe pas chez les autres mammifères. Les zoologues se sont en outre intéressés à l'avantage concurrentiel du point de vue de l'espèce que donne l'amour tel qu'il se manifeste chez l'homme. Il apparaîtrait comme nécessaire à sa sécurisation du couple durant la période d'extrême vulnérabilité des jeunes, elle-même suivie de la phase de développement de l'intelligence d'un adulte, moment qui, rapporté à leurs équivalents chez les espèces proches, sont extrêmement lents. En outre, les comportements sexuels se manifestent de manière extrêmement variable chez les animaux,
d'un point de vue évolutif, la grande variété des comportements amoureux influencerait la diversité des espèces. Neurologie et biochimie. Les études animales de l'attachement ont montré que les différents types d'attachement, filial, romantique, fraternel, amical, pour un animal, un habitat, un milieu, pour un objet, ont des bases neurobiologiques en partie communes. Chez l'homme, l'attachement romantique met en jeu globalement les mêmes régions cérébrales ainsi que certaines impliquées, structures impliquées dans les récompenses. L'attachement romantique dépendrait au moins en partie du contexte socioculturel. En effet, il est observé que dans les sociétés où l'activité érotique se déroule simplement et quotidiennement, l'attachement romantique est moins marqué et plus apaisé que dans les passions et les extases sentimentales de l'amour occidental, qui soupire comme une fournaise pour un impossible idéal romantique. Plusieurs auteurs ont souligné la ressemblance entre certains aspects de la passion amoureuse, altération de l'état mental, exaltation de l'humeur, pensée intrusive de l'objet aimé. Et certains troubles psychiques observés par exemple dans les troubles bipolaires et obsessionnels compulsifs en schématisant, il semblerait que la mise en jeu de systèmes de récompense, facteur primordial de la sexualité humaine, induisent une dépendance à l'objet aimé qui conduirait à des états de manque lorsque cet objet est inaccessible. Ces états psychiques intenses provoqués par les passions amoureuses sont à l'origine non seulement d'accomplissements remarquables dans les arts, la poésie et la littérature, mais également de bouleversements individuels, tentatives de suicide, crimes passionnels ou sociaux. Selon la légende, la guerre de Troie fut provoquée en raison de l'enlèvement d'Hélène par le prince Paris, qui fut subjugué par la beauté extraordinaire. Quant à l'amour maternel chez les animaux, une intervention dans un processus naturel comme l'accouchement perturbe l'attachement de la femelle envers son petit. Ainsi, des brebis parturientes ayant subi une anesthésie péridurale ne manifestent pas de comportement maternel. Approche anthropologique, amour et famille. Dans son dernier ouvrage, Le premier amour, plan 1999, les enfants sont les grands passionnés et savent très tôt ce qu'aimer veut dire. On aime à 3 ans comme on aimera toute sa vie, explique le psychosociologue Francesco Alberoni. Le lien originel serait la première histoire d'amour selon le chercheur, une continuation de quête à toutes les histoires amoureuses convoitées. L'attachement sexuel présenterait dès la naissance une activité neurophysiologique qui se maintiendrait dans l'enfance pour déborder physiquement sur l'âge adulte avec l'afflux
d'hormones provoquant des réponses physiologiques à l'adolescence. Jean-Paul Tassin, neurobiologiste au Collège de France, indique que les histoires d'amour sont des éléments émotionnels dans le processus cérébral qui sont en prolongement du lien maternel. Dès la naissance, en rapport à la mère, fondé sur la recherche de plaisir sensoriel, se créait, explique-t-il, avec ce premier rapport hédoniste, l'enfant, au cours de son développement, se bâtit ce que l'on peut appeler un bassin attracteur. Il intègre petit à petit ses satisfactions premières et va passer sa vie à rechercher chez les autres des stimuli analogues. La famille est un lieu riche en relations amoureuses, amour conjugal, amour maternel et de manière plus générale parentale. Amour filial, fratrie, l'importance de l'affection des membres d'une même famille entre eux est illustrée par l'émotion vécue dans les grands événements tels qu'une naissance, un mariage, un succès, une épreuve, un accident, un décès. Relations sexuelles. L'amour ne diffère pas fondamentalement dans les diverses cultures humaines, les parades de séduction restant à la base les mêmes en Afrique, en Orient, en Europe ou en Amérique du Nord. C'est plutôt l'attitude à l'égard du désir féminin, dont la répression est fréquente dans beaucoup de sociétés, voire aussi comportement et langage, qui changent de forme extérieure. Il semble qu'un abandon de soi permet la délivrance ou l'expression d'un aboutissement à autrui. Comportement amoureux dans le monde. Le comportement sexuel varie fort suivant les diverses sociétés humaines. Les modes de séduction, des contacts, les parades et les expressions faciales ne présentent que de différences mineures et très extérieures. L'Europe n'a plus de monopole de la représentation massifiée de comportements amoureux. Pourtant, les deux grandes industries cinématographiques du monde occidental et indien montrent de manière saisissante le caractère uniforme des représentations collectives de la sexualité dans des cultures différentes. A fortiori, sachant que ces deux cinémas ont chacun une ère d'influence qui va bien au-delà de leurs sphères géographiques propres. Les films indiens sont depuis longtemps projetés dans tous les cinémas du Moyen-Orient et du monde arabe, tandis que le cinéma occidental a depuis longtemps fait la conquête du Japon et de la zone d'influence chinoise. Néanmoins, certains détails comportementaux sont culturellement acquis. Le baiser avec la langue, par exemple, qui semble naturel en Occident, en Chine, dans le monde arabe, en Inde, était probablement inconnu en Afrique subsaharienne avant l'arrivée des Européens. Dans ma vie secrète, un anonyme licencié de l'époque victorienne rapporte qu'il a dû enseigner cette pratique qu'il n'allait pas de soi. Il s'agirait d'un trait culturel mineur mais réel. Les ethnolinguistiques, l'anthropologie,
linguistique et les études en traduction mettent en question la démarche anthropologique qui consiste à analyser des rapports entre l'homme et l'amour dans diverses langues culturelles. L'ethnolinguistique d'Underhill 2012 montre par exemple que l'amour est représenté en termes métaphoriques et que les cadres et les configurations métaphoriques différentes en anglais, français et tchèque. Mais si on va au-delà de la langue et on entre dans le discours, on ne peut maintenir le modèle d'un individu qui incarne sa culture et sa langue. On constate que les individus adaptent et résistent les cadres culturels qu'ils trouvent dans la langue. L'anthropologie qui focalise sur les études multilangues montre que la langue n'est que le modèle qui est entretenu par les discours et par les stratégies discursives. L'amour se négocie en langage et souvent les locuteurs résistent ou rejettent les métaphores conceptuelles selon lesquelles l'amour serait fusion, le centre ou le but de la vie. L'humour ne cesse d'innover à partir de paradigmes traditionnels, la vulgarité aussi, voire Underhill 2012. L'homosexualité est un comportement attesté depuis la plus haute antiquité et fort bien documenté. Du point de vue psychologique, l'amour entre homosexuels ne diffère pas significativement de l'amour hétérosexuel. Comportement et langage. Paradoxalement, l'acte le plus naturel du monde, la reproduction, tout comme certaines fonctions corporelles, la défécation, sont accompagnés chez l'homme d'interdits sociaux visibles au niveau du langage et du comportement. Il existe dans toutes les sociétés humaines des tabous relatifs à ces fonctions. Par exemple, l'homme est le seul animal qui se réunit en groupe pour manger, mais dans certaines cultures, s'isole pour déféquer. De même, l'acte sexuel se fait de préférence dans l'isolement. L'amour en groupe est considéré comme déviant. Le langage est lui-même empreinte de ces valeurs morales qui distinguent ce qui est propre de ce qui est sale. La plupart des religions sont considérées comme nuisibles pour la vie de l'individu le fait de vouloir satisfaire toutes les pulsions sans critère de limite, voire libertinage, célibat, abstinence, ou au contraire, pour en faire le centre de leur philosophie dans certaines sectes. Les gourous s'adjugent euh, toutes ces femmes du groupe. Le langage distingue ainsi dans toutes les langues du monde plusieurs niveaux pour désigner la copulation. Poétique, union, vulgaire, baiser et une infinité d'autres termes, médical, scientifique, etc. Quelques exemples d'euphémismes évitent d'être trop explicites comme faire l'amour ou coucher avec quelqu'un. Le choix du partenaire résulte, en fin de compte, d'un équilibre subtil entre l'attirance consciente ou culturelle, goût ou passion commune
niveau de langage, richesse, comportement social, etc. Et l'attirance inconsciente ou naturelle, physique, odeur, sentiment de sécurité, etc. Il est naturel d'exprimer métaphysiquement ses envies, désirs et besoins. Art. De toute époque, l'amour comme désir a inspiré les artistes de toutes les disciplines artistiques. C'est un thème récurrent et majeur avec le temps, conséquence de la naissance, de la vie et la mort. Dans les arts plastiques, l'amour a toujours été un thème de prédilection dans l'histoire de la peinture et de la sculpture, par la représentation de situations amoureuses ou par le symbolique ou l'allégorie, faisant intervenir des personnages mythologiques. Certains thèmes ou personnages mythologiques ou historiques reviennent. Eros ou Cupidon, dieu des amours profanes, est souvent représenté dans des scènes comme sujet principal ou comme personnage secondaire pour évoquer la présence symbolique de l'amour. Enfant ou adolescent, espiègle et capricieux, elle est pourtant un arc avec lequel il tire des flèches d'or dans le corps humain, et ce qui leur apporte amour et désir d'amour. Les scènes les plus représentées sont l'amour d'Eros pour Psyché. Eros, l'enfant turbulent désarmé par sa mère Aphrodite, la victoire de l'amour sur les œuvres humaines, voire la célèbre version du Cavarage, ou la lutte entre l'amour profane et l'amour sacré. Aphrodite ou Vénus, déesse de l'amour, mère d'Eros Cupidon, inspire souvent les peintres, notamment pour l'épisode de sa naissance. Elle apparaît au monde déjà adulte, nue et sortant de la mer. Les versions de Botticelle ou Botticelle, la naissance de Vénus, Cabanel, Fantin, Latour ou Bouguereau comptent parmi les plus célèbres. La vie amoureuse tumultueuse de Zeus, Jupiter, a également fait l'objet de nombreuses représentations. L'enlèvement de Leda, d'Europe ou de Ganymède sont parmi les thèmes les plus souvent traités. Les grandes histoires d'amour de l'histoire ou de la littérature comme Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Ulysse et Pénélope, et bien d'autres ont été traitées en peinture, surtout dans les périodes romantiques, pré-raphaélisme, romantisme, etc. Par ailleurs, nombre de scènes amoureuses de la vie quotidienne des hommes ont été représentées, depuis la cour faite à l'être aimé ou drame amoureux, en passant par le baiser langoureux ou le libertinage. Un exemple est le tableau de Jean-Honoré Fragonard nommé Le Verrou. Dans la littérature, l'art poétique, le roman sont, avec la chanson, quelques-uns des moyens de prédilection de l'expression verbale de l'amour. À travers les âges, la littérature a reflété des tendances de l'amour, des divinités mythologiques à l'amour réaliste de notre époque. Le français présente une curiosité grammaticale. Le mot amour est ordinairement au masculin ou singulier, mais souvent au féminin au pluriel. En amour mort,
des amours mortes. Mais il peut également être au féminin, au singulier. La belle amour, la vraie amour. Religion. Principe fondateur du christianisme, les sociétés judéo-chrétiennes sont fortement marquées par cette notion religieuse de l'amour. L'amour est un des facteurs qui peuvent pousser un individu à avoir la foi en son Dieu. La théologie est la spécialité qui traite de ce sujet. L'amour du prochain se définit, excusez-moi, comme une force intérieure qui pousse un individu à rechercher la paix et la partager avec les autres. Le désir d'amour se traduit par celui d'être avec l'autre ou les autres, celui d'accepter, de recevoir et de donner, celui de dialoguer, de vivre avec, de comprendre, d'accompagner, etc. Dans le bouddhisme, Mahayana et Vajrayana, bouddhisme vietnamien, Shan, Zen, lamaïsme, l'amour est l'une des 4 qualités d'être que le pratiquant doit développer l'un des 4 infinis, ou 4 incommensurables. L'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Les Tibétains définissent l'amour comme un souhait du bonheur de l'autre, la compassion comme un souhait de cessation de la souffrance de l'autre, la joie comme une participation à son bonheur, l'équanimité comme le fait d'être attentif de façon semblable à tout être et toute chose sans établir un attachement privilégié. Tout pratiquant du bouddhisme Mahayana doit souhaiter la bodhisattva, l'esprit d'éveil, souhaiter obtenir l'éveil ou les qualités spirituelles pour le bien des êtres et ultimement libérer définitivement les souffrances humaines. Karuna Sanskrit est traduit par compassion en français et loving kindness en anglais. Une activité d'attention aimante envers l'autre. Au Tibet, la compassion est décrite comme l'attitude de la mère attentive face à ses enfants. Dans le bouddhisme mahayana, d'une façon générale, la compassion ou l'amour-tendresse est à développer conjointement à la sagesse, compréhension de la nature réelle, objective des phénomènes, philosophie du non-soi, etc. La sagesse permet de s'affranchir de l'idée du soi, de toute tendance égotique ou narcissique. En cela, elle participe à l'émergence d'une compassion infinie. De même, la sagesse exige une grande compassion pour être actualisée. La extinction de l'illusion de soi, où les bouddhistes exigent une infinie dévotion, une immense abnégation, aussi pour les bouddhistes de Tibet, sagesse et compassion, ou amour, tendresse, se développent l'un l'autre jusqu'à conduire le pratiquant dans une terre pure de bodhisattva, c'est-à-dire jusqu'à l'actualisation du potentiel humain d'amour, de joie, de compassion et d'équanimité. Dans le bouddhisme ancien, selon l'enseignement du Bouddha, cette vision de l'amour n'apparaît pas. Le Bouddha insiste surtout sur le détachement qui conduit à la suppression du désir
et dont au bonheur durable, cessation de la souffrance, nirvana. Ce n'est qu'entre le 1er et 4e siècle après Jésus-Christ qu'émergera le bouddhisme Mahayana, pour lequel l'action de compassion et d'amour envers l'autre prime sur l'accès et la méditation, sur sur l'ascèse et la méditation, excusez-moi. Pour les bouddhismes issus du développement du Mahayana et du Vajrayana, amour, joie et compassion ne sont pas des émotions, mais de véritables qualités d'être. Les émotions telles la colère, la jalousie, la peur, l'avidité, l'orgueil, la passion ne sauraient durer. Elles sont passagères et proviennent de l'attachement et du désir. Au contraire, l'amour, la joie et la compassion peuvent se développer infiniment et sans être nécessairement dépendantes d'un objet ou de la présence d'un être. Le pratiquant peut les porter en lui, les développer infiniment et au-delà de tout attachement. Et pour l'islam, l'amour est d'abord concrétisé par le cadre du mariage. Merci beaucoup. Jusqu'au prochain hangout. Chez celui qui éprouve des comportements destinés à séduire l'être aimé et visant à obtenir la réciprocité de cet amour, qui s'exprimera le cas échéant par des actions et des gestes amoureux, parmi lesquels les plaisirs et les rapports sexuels, ces derniers étant désignés dans plusieurs langues par l'expression faire l'amour. Ces pratiques et ces gestes sont en partie culturels et peuvent faire l'objet, tout comme l'étude des interdits liés à l'amour, d'une approche anthropologique ou sociologique. Outre les différences culturelles dans les pratiques liées à l'amour, les idées et les représentations sur l'amour ont également beaucoup changé selon les époques. L'amour platonique, l'amour courtois et l'amour romantique sont aussi des conceptions distinctes et apparues à des époques précises de l'histoire. Il existe aussi un certain nombre de désordres psychiques liés à l'amour et étudiés par la psychologie comme l'érotomanie ou le narcissisme. Certaines formes d'amour sont par ailleurs perçues comme des perversions ou des déviances, voire paraphilie, telles que la pédophilie, attirance sexuelle pour les enfants, et la zoophilie, attirance sexuelle pour les animaux. De tels amours peuvent être étudiés aussi bien par la psychologie que par les sciences humaines et sociales. À cause de la nature inactivité, si l'on entretient des liens affectifs forts ou étroits avec ces objets, ou qu'on s'identifie à eux. Lorsque l'amour d'un objet devient exclusif, voire excessif ou pervers, on parle de fétichisme ou d'idolâtrie. L'amour entre les personnes, quant à lui,
qui est un sentiment généralement plus intense qu'un sentiment amical ou affectueux, il peut cependant se présenter sous différentes formes et à des degrés d'intensité divers, de la simple tendresse, quand on dit aimer les enfants par exemple, au désir le plus ardent chez les amants passionnés par exemple. Ainsi l'amour entre les membres d'une même famille n'est pas la même qu'entre des amis au sein d'un couple d'amoureux. Quand il est ressenti avec une grande intensité et qu'il exerce un fort pouvoir érotique ou une attirance sexuelle, on parle d'amour passionnel ou de passion amoureuse, utilisant souvent l'image de la flamme ou de la brûlure pour décrire le fait qu'il exerce sur les sons de l'esprit. Quand cette passion provoque une identification si étroite avec une personne qu'elle tend à unifier les deux amants, on parle d'amour fusionnel. L'apparition plus ou moins subite de l'amour passionnel est décrite dans la langue courante comme des saisissements, des, sais- des, sais- des saisissements tombés amoureux, coup de foudre provoquant chez lui Roméo aime Juliette ou plusieurs personnes. Il aime ses femmes. Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels. C'est mot riche et complexe. Le mot français amour, comme le verbe aimer, qui lui est relatif, recouvre une large variété de significations distinctes, quoique liées. Ainsi, le français utilise le même verbe pour exprimer ce que d'autres langues expriment par des verbes différents. J'aime ma petite amie et j'aime les sucreries. Mais, par exemple, alors qu'en anglais, on dira respectivement to love et to like, et en espagnol, querer ou amar et gustar. On constate aussi une telle variété pour les mots amour, par exemple, dans la pluralité des mots grecs désignant l'amour. Les différences culturelles dans la conception de l'amour et doublant dans la difficulté d'en donner une définition universelle, le substantif amour a néanmoins une extension moins large que le verbe aimer. On parlera rarement, par exemple, d'amour, de secret, même si l'on dit les, les aimer. Le son du verbe aimer qui peut aussi exprimer l'amitié ou plus simplement une affection pour quelque chose qui est source de plaisir est donc plus large. Allô? Allô? Amour. L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être, un animal ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour et à adopter un comportement particulier. En tant que conseil général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse
envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents, allant du désir passionné de l'amour romantique à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Le verbe français aimer pour renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements, allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité. J'aime le chocolat, j'aime danser, à une attirance profonde ou intense pour une personne que celui du mot amour. Bien que la nature ou le sens de l'amour soit un sujet de débat, on peut éclaircir plusieurs aspects de cette notion en s'appuyant sur ce que l'amour n'est pas. En tant qu'il exprime un sentiment fort et positif, on l'oppose communément à la haine, voire à l'indifférence, la neutralité ou l'apathie. En tant qu'au sentiment plus spirituel que physique, on l'oppose souvent au sexe ou au désir sexuel. En tant que relation privilégiée de nature romantique, avec une personne, on le distingue souvent de l'amitié. Bien que l'amitié puisse être définie comme une forme d'amour et que certaines définitions de l'amour s'appliquent à une proche amitié. L'amour désigne un fort attachement affectif à quelqu'un ou à quelque chose. S'il renvoie souvent dans l'usage courant aux relations humaines et plus précisément à ce qu'une personne ressent pour une autre. L'amour peut néanmoins aussi être impersonnel. Il est en effet possible de dire qu'une personne éprouve de l'amour pour un pays, par exemple son propre pays, voire patriotisme pour la nature ou encore pour un principe ou un idéal. Si elle lui accorde une grande valeur et qu'elle s'y sent très attachée, de même on peut ressentir de l'amour pour un objet matériel, un animal ou